L'actualité des 7 derniers jours, c'est une semaine dans le monde vue par nos éditorialistes avec aujourd'hui à mes côtés Ariane Bonzon, journaliste pour Slate.fr. Vous avez été notamment correspondante d'Arte en Turquie. On parlera bien sûr de l'actualité turque cette semaine avec nous Laure Simoes, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Bonjour Laure. Mustapha Tossar, rédacteur en chef adjoint à Monte Carlo Doualiya, radio partenaire de France 24 au sein de France Média Monde. Et puis José-Manuel Lamarque, journaliste à France Inter, spécialiste des questions européennes et expert en géopolitique. Merci à vous quatre d'avoir accepté de débattre aujourd'hui. C'est dimanche donc que les Turcs renouvellent leur parlement et élisent leur chef de l'État, ou réélisent, puisque le grand favori reste Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 15 ans déjà comme Premier ministre, puis comme président depuis 2014. Mais les sondages, dit-on, lui prédisent une mise en ballottage et le risque d'une majorité étriquée, voire même d'une cohabitation à la Chambre. Ariane Bonzon, est-ce un vrai faux suspense ou une vraie incertitude? Est-ce qu'on ne surjoue pas un peu le risque de déconvenue pour Erdogan? Peut-être. Ce qui est sûr, c'est qu'il a tout fait, il a tout mis en place pour gagner. Il a fait une réforme de la loi électorale, il a décidé du calendrier électoral 16 mois avant. Normalement, ces élections devaient avoir lieu dans 16 mois. Donc, il a vraiment tout placé pour gagner. Avec d'ailleurs des choses très contestables. La réforme de la loi électorale est très contestable. Donc, pour lui, c'est un enjeu extrêmement important. Parce qu'il faut absolument qu'il gagne. C'est même une question presque de survie. Parce qu'il a des grosses affaires de corruption qui lui pendent au basque. Et s'il n'est pas réélu président de la République, ça peut le conduire peut-être en prison déjà. Donc ça, c'est très important. Et puis aussi, évidemment, la nécessité pour lui d'avoir un Parlement à sa mesure. C'est-à-dire qu'évidemment, il aimerait mieux avoir une majorité absolue. Mais le nouveau système hyper-présidentiel n'implique pas nécessairement, il va avoir beaucoup plus de pouvoir lui-même, un pouvoir exécutif très fort, et le Parlement aura un rôle secondaire par rapport à ce qu'il était avant. Oui, l'enjeu est de taille, parce que Mustapha Tossar, on va le voir, il y a cette nouvelle constitution qui renforce les pouvoirs du président, au point d'ailleurs que l'hebdomadaire Le Point a titré récemment Le Dictateur, ce qui a fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre. Il y aurait eu d'ailleurs des menaces sur certains kiosquiers qui distribuent le magazine, et d'ailleurs auprès de l'équipe éditoriale elle-même. Il y a un risque de dérive dictatoriale en Turquie. Oui, le risque existe. C'est d'ailleurs les premiers symptômes commencent à se montrer par rapport à la presse, par rapport à l'élite, par rapport à l'opposition, par rapport à toutes les forces que lui-même avait accusé d'avoir ourdi un coup d'État contre lui. Moi, cette situation turque me rappelle, toute proportion gardée, le coup de la dissolution de Jacques Chirac. C'est sûr qu'on n'aura pas les mêmes résultats et il n'y aura pas un déséquilibre total des rapports de force, mais l'idée principale... Vous voulez dire le boomerang, quoi. Oui, l'idée principale, ça a été, je fais un référendum pour changer la loi, j'organise des élections anticipées pour gagner et la présidentielle et le Parlement. Et donc, j'obtiens tous les pouvoirs. Sauf qu'il risque, et les scénarios sont là, et c'est sérieux, il risque de perdre au moins une partie de son pouvoir ou de ne pas réaliser les buts qu'il s'est donnés. Donc il y a un coup de poker menteur qui a été lancé. Et il ne faut pas oublier, je rajoute à ce qui a été dit par ma collègue, qu'il y a eu une usure du pouvoir par rapport à Erdogan. L'AKP a perdu de sa crédibilité. Il y a un contexte régional qui verrait d'un bon œil que cet homme-là ne puisse pas contrôler tous les leviers de pouvoir, parce que aussi bien sur le plan turc interne que sur le plan régional, il devient un homme dangereux. Donc tout ça peut et en plus, je rajoute simplement aussi autre chose qui est très important, il a une opposition qui existe maintenant et qui est capable de porter un discours et une parole audible. Donc le risque est là qu'il ne réalise pas le grand chelem qu'il s'est fixé lui-même. On va peut-être écouter qui est d'ailleurs l'opposant principal, du moins à la présidentielle, celui dont on pense qu'il peut mettre en ballottage Recep Tayyip Erdogan. Il s'appelle Muharrem İnce. Il se pose en garant, lui, aujourd'hui, des libertés publiques. Écoutez. La condition des médias est déplorable en Turquie. Ils ont baissé les bras et sont à genoux. Les titres sont écrits par Erdogan. C'est lui qui écrit les titres des journaux. C'est lui et son équipe qui décident de qui parle à la télé et pour combien de temps. José-Manuel Lamarque, c'est là-dessus que se joue l'élection
sur cette personnalisation du pouvoir et cette dérive autoritaire d'Erdogan? Il n'y a pas seulement la personnalisation du pouvoir, c'est vrai qu'il y a une dérive autoritaire. Le nombre de purges qu'on a vécu en Turquie, que ce soit l'enseignement, que ce soit les journalistes, que ce soit l'armée, le nombre de généraux, de militaires, d'officiers supérieurs, de policiers, de juges qui sont en prison, ça commence à faire beaucoup. Il y a aussi au sein même de la famille Erdogan, c'est-à-dire au sein de l'AKP, au sein des conservateurs, il y a aussi des Turcs qui commencent à en avoir marre d'Erdogan. Même au sein même peut-être des mouvements religieux, certains aussi commencent à fatiguer avec Erdogan. À commencer par les gulenistes. À commencer par les gulenistes qui étaient alliés avec lui, maintenant qui sont pourchassés. Et puis il y a aussi un mouvement féminin et féministe en Turquie, on en parlait tout à l'heure. Donc oui, il y a une lassitude aussi du pouvoir d'Erdogan. Et puis quelque part, il faut aussi dire la vérité. Et pourquoi Erdogan avait gagné il y a 15 ans, etc. C'était un peu aussi la revanche des petits de la rue sur les grands intellectuels qui allaient au lycée français, qui allaient à l'école américaine, etc. Ça a été aussi cette revanche-là, ça a été la revanche de la rue. Et puis on voit bien que cette revanche de la rue, quand elle accède au pouvoir, eh ben ça marche pas, c'est pas la bonne solution. Oui, Ariane Bonzon, il y a un effritement de la popularité, ce qu'on n'a pas vu finalement chez Poutine en Russie, par exemple, ou chez d'autres dirigeants, ce qu'on n'a pas vu en Hongrie non plus, même si le pouvoir, pour l'instant, du président hongrois est beaucoup plus récent, Viktor Orban. Pardon, un effritement relatif. Oui. Au début, en 2002, on disait la base de Erdogan, c'est 15%. De la population. Maintenant, on dit la base, c'est 40% quand oui, donc même. Il part de beaucoup plus haut quand même. Ouais. Donc là, l'effritement est quand même très, très relatif. Mais c'est vrai qu'il y a une fatigue. Alors, il faut savoir quand même que l'électorat turc est très volatile. Et le scénario le pire, si je puis dire, ça serait que Erdogan passe, par exemple, ne passe pas au premier tour, que... Ce qui a priori, c'est le scénario des sondages. Qu'il ne passe pas au premier tour, mais que les législatives vont se faire sur un jour. Mais qu'il ait qu'il n'ait pas la majorité absolue, son parti n'aurait pas sa cause. Lui, il dit prêt à gouverner avec une coalition plus large. Alors, qu'est-ce qui va se passer au second tour? C'est-à-dire, comme je vous disais, l'électorat étant assez volatile, etc., peut se dire, attends, second tour, donc le Parlement, c'est pas une majorité absolue pour Erdogan, finalement, Erdogan, après tout, peut-être qu'on pourrait le changer, etc. Il peut y avoir un effet d'entraînement s'il n'a pas un bon score au Parlement. Et c'est pour ça qu'il fait ses annonces sur la coalition, etc. Oui, puis il y a aussi une question importante, c'est l'économie turque aujourd'hui. Elle va très très mal. Quand il était au pouvoir, elle était florissante. Maintenant, tous les cas de corruption, l'inflation, etc., fait que la Turquie va mal au niveau économique. Et les Turcs le reprochent aussi à Erdogan. Il vient d'inaugurer l'aéroport, d'ailleurs, le nouvel aéroport d'Istanbul. Il a inauguré, on s'en souvient, c'était en 2016, avec vraiment l'apparat, le troisième pont sur le Bosphore. C'est des investissements nécessaires ou bien ce sont des dépenses inconsidérées destinées à nourrir le clientélisme? En fait, ça faisait partie des multiples composantes de ce qu'on a appelé à un moment donné le miracle turc. Parce qu'à un moment donné, on se dit, voilà un leader islamiste aux portes de l'Europe qui a réussi à construire une expérience florissante économiquement. Sauf que ce miracle turc est en train de s'évaporer, l'usure du pouvoir. Et c'est pour ça que cette élection est extrêmement importante, parce qu'il y a un suspense énorme, parce que les deux élections législatives et présidentielles peuvent se télescoper et peuvent s'annuler. Comme vient de le dire, si il est obligé de faire un second tour le 8 juillet, ça veut dire que les Turcs ne lui font plus confiance, ils ne font plus confiance à l'AKP. Et donc on rentre dans une autre logique qui est celle de l'usure du pouvoir, et que Erdogan est considéré jusqu'à présent comme un héros dans le monde arabe et musulman. Par rapport aux Turcs, ils commencent à vraiment leur peser sur leur quotidien. Il y a aussi deux choses importantes. Il y a le paramètre de la guerre avec la Syrie, ça les Turcs n'ont pas oublié. Et le deuxième paramètre, c'est que les élections, c'est très symbolique en Turquie, puisque la première fois que les Turcs ont voté, c'était en 1876. Donc, c'est pas d'hier. Il y a une habitude du vote en Turquie. Oui. On va entendre sur ce que vous venez de dire, la guerre, parce que c'est vrai que c'est aussi une composante qui joue, bien sûr. La Turquie abrite sur son sol 3 millions de réfugiés syriens. Elle est impliquée militairement en Syrie. Et il y a évidemment cette question kurde qui obsède de toute évidence Recep Tayyip Erdogan. Écoutez-le. Pendant l'opération, les terroristes ont été pris la main dans le sac pendant que leurs chefs se rencontraient. Nous avons tué 35 de leurs représentants les plus importants. Dès que nous avons décidé quelque chose, nous l'avons fait.
Voilà, s'agissant donc des forces kurdes en Syrie, c'était là lors d'un meeting aujourd'hui. C'est sûr que Erdogan et son armée ont utilisé les frappes, les incursions en Irak et en Syrie comme un instrument électoral pour gagner cette campagne. Sauf que dans la doctrine sécuritaire de Erdogan, le PKK est beaucoup plus dangereux, dans sa vision, beaucoup plus dangereux que l'État islamique, par exemple. Il est prêt à pactiser avec, entre guillemets, l'État islamique pour casser le PKK. Ouais. Et ça c'est une donnée absolument fondamentale, à tel point qu'à l'intérieur même de la carte électorale turque, il y a une sensibilité kurde qui va tout faire pour faire payer à Erdogan cette guerre éradicatrice par rapport au PKK. Et ça peut jouer dans la balance des voix. Il y a une hostilité en Turquie même à cette guerre, au-delà du HDP qui porte ce vote, notamment kurde. Il y a une vraie Alors, il y a quand même un consensus inquiétude contre anti-PKK. Il y a un consensus qui dépasse largement. Et puis, il faut savoir que quand même, Damas a joué la carte kurde contre Erdogan. C'est pas simplement... C'est pas un fantasme. Non. Ils ont joué les Kurdes. Je me souviens avoir parlé avec un conseiller d'Assad qui a dit, nous, on va jouer à fond la carte kurde contre Erdogan. Mais juste une petite chose. Il y a des Kurdes qui votaient pour Erdogan. Il y avait un vote kurde, religieux, conservateur qui votait pour Erdogan. Et là, effectivement, comme vous le dites, ce qui s'est passé à Afrin, en Syrie, c'est-à-dire cette invasion turque à Afrin, et puis l'arrêt des négociations, et puis toutes ces choses-là ont un peu refroidi ce vote-là. Le leadership, les personnalités kurdes qui sont en prison. Il y a un candidat qui voulait être candidat à la présidentielle qui est en ce moment en prison. Donc, il y a aussi l'opposition à Lévis. Faut pas l'oublier. Demirtas du HDP qui, effectivement, va être candidat depuis sa cellule. Ce qui est quand même et puis, il faut quand même le rappeler, par rapport à Erdogan, même s'il est très bien accepté par les E11 de l'Asie mineure, il n'en reste pas moins toute cette volonté par rapport à la Grèce, d'avoir toujours des propos... envahissant pour la Grèce, il n'a toujours pas... Sur la question de Chypre. Oui, et Chypre, et puis les îles aussi, il n'a toujours pas libéré l'officier et les soldats grecs qui ont été capturés par la gendarmerie turque au nord de la Grèce. Et puis il y a aussi, comme vous êtes spécialiste de l'Europe, il y a un paramètre aussi important qui va jouer, peut-être pas directement, mais qui va jouer quand les Turcs vont se diriger vers le vote, c'est que Erdogan a empoisonné, et pour des générations à venir, la relation entre la Turquie et l'Europe. Donc il a complètement enterré... La faute d'Erdogan ou des Européens qui ont fermé la porte après avoir laissé miroiter ces fameux chapitres c'est-à-dire que les Européens au bout de 15-20 ans de négociations, quand même, les Européens sont allés plutôt lentement. Mais ce qui est grave aujourd'hui, vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui, c'est surtout les intellectuels turcs. Quand on imagine un professeur de Galatasaray, Cengiz Aktar, aujourd'hui a dû partir de Turquie. Et aujourd'hui, il enseigne où ? À Athènes. Ce sont les Grecs qui l'ont accueilli. Il y a beaucoup d'intellectuels turcs qui ont quitté la Turquie. Là aussi, c'est une opposition de l'extérieur de la Turquie, mais elle existe. Où Erdogan veut-il emmener la Turquie aujourd'hui ? On sent un départ des alliances traditionnelles, en gros l'alignement avec les États-Unis au sein de l'OTAN et cette proximité malgré tout culturelle avec l'Europe. Un rapprochement assez étonnant avec la Russie. Jusqu'où iront les convergences ? Alors étonnant, les deux hommes se ressemblent. Enfin, je pense quand même que Poutine est à un niveau un peu au-dessus de Erdogan, comme stratège et tacticien. Mais enfin, les deux hommes se sont rapprochés. Le discours d'Erdogan, c'est de dire nous, on est toujours dans la négociation avec l'Europe, on veut. Bon, mais en fait, il n'a rien à donner à l'Europe actuellement. Enfin, je dirais. Tandis qu'il y a Turkish Stream, un projet de pipeline avec la Russie. Mais est-ce que les intérêts conjoints de ces deux États vont au-delà ? Parce que c'est pas évident quand on regarde la carte et les conflits régionaux. La position, la tradition dans la politique étrangère de la Turquie, c'est de dire nous, on choisit pas de camp. On va partout. On va à l'est, à l'ouest, etc. Mais il y a un moment où c'est schizophrénique et c'est extrêmement difficile. Il faut qu'ils choisissent leurs alliances. Et on est encore dans cette situation-là, alors que quand même, effectivement, on a l'impression qu'ils regardent beaucoup vers l'Asie de plus en plus. Oui, mais de toute façon, vous avez raison, Erdogan n'a pas la formation de Vladimir Poutine. Ça, c'est évident. Mais il faut savoir une chose, c'est que, par exemple, le rêve de Poutine, l'Eurasie, qu'il est en train de créer maintenant avec, bien sûr, la Russie, la Chine, les États d'Asie mineure, l'Iran et la Turquie en invitée observatrice,
Erdogan ou pas Erdogan, la Turquie sera toujours présente en Asie mineure parce que c'est le nouveau montant aujourd'hui dans le monde. Et il y a les États-Unis d'un côté, il y a l'Europe, les grandes puissances. Ben voilà, les nouvelles puissances, c'est l'Eurasie. Et ça, l'Europe ne sait pas le voir. Avec un pouvoir d'influence sur les États et les peuples arabes comme le souhaite Erdogan ou pas? Oui, il y a une véritable influence sur les mouvements islamistes dans le monde arabe. Erdogan, par sa personne, par son charisme, par son agenda personnel, a donné un coup de fouet à ces mouvements. Il les aide un peu partout. Il était longtemps l'incarnation, le modèle pour les frères musulmans d'un modèle qui marche. Et puis justement, la confrérie des frères musulmans, la mouvance islamiste, le présentait toujours comme le leader qui a réussi. Moi, je voudrais simplement attirer l'attention sur la relation avec les États-Unis. Et à l'exception de la relation particulière, puisque la Turquie est membre de l'OTAN, la relation atlantique, elle est conservée, mais la relation avec les États-Unis n'est pas au beau fixe. Rappelez-vous que Erdogan a formulé la demande à plusieurs reprises aux Américains de lui livrer Gülen, son ennemi mortel. Fethullah Gülen, qui vit aux États-Unis. Et que les Américains ont refusé, malgré toute cette alliance, malgré le côté précieux de la relation, les Américains ont refusé ça à Erdogan. Et on imagine mal les États-Unis lui donner satisfaction. Surtout en ce moment, mais ce qui est très important par rapport à la relation arabe, c'est la relation de l'Asie mineure, parce que on retire la religion, Erdogan ou pas, il y aura toujours une influence turque dans l'Asie mineure, puisque que ce soit l'Azerbaïdjan, que ce soit le Turkménistan, l'Ouzbékistan, etc. Ils parlent, ils sont turcophones. D'ailleurs, les pays arabes maintenant qui sont anti-Erdogan, quand ils veulent le décrire dans la presse ou dans les éditoriaux, on parle du sultan, le retour du sultan, le sultan Erdogan. Mais surtout, c'est que ces pays qui sont turcophones sont des économies montantes aujourd'hui. Ils deviennent très importantes. Et c'est ça qui est important pour la Turquie, avec ou sans Erdogan, parce qu'on verra. C'est un levier d'influence. C'est un vrai levier. Vous avez d'autant plus raison que le groupe des conseillers d'Erdogan, maintenant, sont essentiellement des gens qui pensent en termes eurasiatiques. Plus européens, plus OTAN. Exactement. Il a changé son cercle de conseil et ce sont des gens qui sont eurasiatiques. Alors que l'Eurasie regarde vers l'Europe, toujours. Alors il y a aussi un autre élément de réflexion qu'il faut dire. Peut-être que Erdogan souffrirait aussi pendant ce scrutin du fait que la mouvance islamiste est en train de connaître un petit peu une espèce de crépuscule. C'est-à-dire à un moment donné, il y a eu un effet ascendant. Et là, dans un certain nombre de pays arabes, il y a un reflux. Et ça peut impacter Erdogan. Laure Simoes, les élections en Turquie, ça inspire les dessinateurs de presse? Oui, à commencer par l'un de nos dessinateurs de presse turcs qui s'appelle Isel Rosenthal. On va voir son dessin et je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Il me racontait à quel point il espérait pouvoir publier ce dessin suite aux élections. Il imagine donc une avalanche de votes qui chasserait ces hommes. Alors un peu, on voit un peu une silhouette de mafia corrompue. On parlait des cas de corruption tout à l'heure. On les a là, ces hommes de l'AKP, Erdogan en tête. Il racontait, c'était intéressant de dire que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas un mince espoir, mais qu'en même temps, il ne s'autorisait pas totalement la possibilité de le dire et de le mettre en mots. C'est quand même dire à quel point la répression de Erdogan ces derniers temps a été forte. Preuve en est ce grand dessin de Kountouris, dessinateur grec. On parlait de la Grèce. Les opposants, ils sont où? Ils sont cachés derrière ce magnifique drapeau turc. On les voit là, en prison. Et puis l'urne aussi est bien gardée. Un autre dessin qui nous vient du Burkina Faso, d'un dessinateur donc de Glé, qui vient démonter l'illusion Erdogan. En gros, c'est voter pour moi, aimez-moi. Mais une fois réélu, je verrouillerai davantage le pays. Intéressant aussi à voir. Puis il ne faut pas oublier évidemment la situation de la presse en Turquie. Ce dessin de Juk Bertrams, dessinateur des Pays-Bas pour Kaggle Cartoons. On sait à quel point les journalistes sont passés sous les verrous s'ils ne le sont pas encore. Nos confrères du Cumhuriyet, c'est le cas. 15 d'entre eux sont encore évidemment accusés d'association avec une organisation terroriste alors qu'ils faisaient simplement leur travail de journaliste indépendant. Et parmi eux, Moussa Kart, un dessinateur donc turc du journal Cumhuriyet, dont on voit ici un dessin
qui se passe de mots tellement il est cru. Et je voudrais simplement rappeler, on l'a déjà dit sur ce plateau, que la fondation suisse Cartooning for Peace lui a remis le prix international du dessin de presse pas plus tard que le 3 mai dernier à Genève. Évidemment, on reconnaît là Patrick Chapat et Plantu. Et comme il ne peut pas quitter le territoire, c'est sa femme qui est venue le recevoir pour lui. Donc, un petit rappel quand même sur la situation de la presse en Turquie. Merci. Alors, la crise des migrants en train de devenir un enjeu politique mondial, qu'on parle de Syrie, Birmanie ou d'Amérique centrale, le nombre de déplacés et de réfugiés à la surface du globe n'a jamais été aussi élevé. 68,5 millions de personnes l'année dernière, d'après les chiffres que vient de publier le HCR, le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, avec parmi les conséquences ces images d'enfants séparés de leurs parents à l'entrée des États-Unis, ou encore des tensions inédites entre les pays ici en Europe. José Manuel Lamarck, Angela Merkel, très affaiblie dans son pays, tente de trouver une réponse avec ses partenaires européens, convoqués en mini-sommet sur la question dimanche. Problème, les pays d'Europe centrale, eux, boycottent la réunion. Oui, le groupe de Visegrad refuse de venir. Alors, Visegrad, c'est la Pologne, c'est la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, etc., mené par l'Autriche, parce que Sebastian Kurz, qui est le chancelier autrichien, lui sera à cette réunion informelle de dimanche, réunion vraiment informelle, à la demande de la France aussi, de Juncker et de l'Allemagne. Il va représenter ces pays Visegrad. Mais qui va venir à cette réunion informelle de dimanche? Pour l'instant, on sait qu'il y a l'Allemagne, il y a l'Espagne, il y a l'Italie, la Grèce. En gros, sur les 28, il va manquer 20 États membres dans cette réunion vraiment informelle pour préparer le sommet des 28 et 29. Angela Merkel, elle va très mal. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en ouvrant les portes et ouvrant grand les bras en 2015, elle a favorisé l'ascension de Alternative für Deutschland, c'est-à-dire le parti très très nationaliste allemand. Et il y a des élections en Bavière en octobre prochain. Et le partenaire de la CDU en Allemagne, c'est la CSU, donc le parti chrétien-démocrate bavarois. Et Horst Seehofer, qui est aujourd'hui le ministre de l'Intérieur allemand, il voit très bien ce qui se passe, c'est que la CSU risque d'être mise à mal en octobre prochain par l'AfD qui, elle, aussi grandit en Bavière. Ce qui est très grave, parce que l'AfD, Alternative für Deutschland, fasse des voix à l'ex-est de l'Allemagne, qui est un coin plutôt appauvri, mais dans la riche Bavière, si l'AfD fonctionne bien, c'est très grave. La question des migrants, oui, aujourd'hui, l'Allemagne est en train de le payer. Pourquoi? Parce que quand Angela Merkel a ouvert les frontières, il n'y a pas eu de contrôle régalien. C'était ça le problème. Et aujourd'hui, l'administration allemande concernant l'immigration est fortement critiquée. Pourquoi? Parce qu'ils sont débordés. Parce qu'il y a beaucoup trop de migrants et parce qu'il n'y a pas eu de contrôle régalien, eh bien aujourd'hui, Angela Merkel, alors certains disent Angela Merkel va tomber. Non, elle ne va pas encore tomber, c'est pas sûr. Mais elle a une forte opposition par Horst Seehofer. Et puis, il faut dire aussi que le ministre de l'Intérieur allemand, lui, est allé directement voir Kurz en Autriche et aussi voir les voisins italiens. On a entendu parler d'un axe. Ce sont les Italiens qui l'ont dit. Le mot axe est revenu. Voilà. C'est-à-dire Rome, Allemagne, Autriche, Rome. Rome, Vienne, Berlin, ça fait bizarre ça serait plutôt Munich, Vienne, Rome. Mais oui, le mot axe a été prononcé parce qu'il y a bien sûr le résultat des élections italiennes. Mais il faut dire aussi une chose par rapport à ce résultat des élections italiennes qui a bien sûr bouleversé le paysage européen. Comment sont-ils arrivés là? Tout simplement parce qu'à chaque fois qu'ils demandaient l'aide de l'Union européenne, et c'était des gouvernements démocrates, Bruxelles n'a jamais répondu. Et ce qui est encore plus grave dans cette réunion informelle de Bruxelles sur la question des migrants, c'est que si les pays sont concernés par la question des migrants, qui sont les pays du sud de l'Europe et de la France... Ça reste une compétence nationale. Ça reste une compétence nationale, mais il y a aussi toute l'Europe du Nord, c'est-à-dire tous les pays scandinaves qui ne veulent pas du tout en entendre parler. Mais... Moi, j'entends cet argument, mais aussi j'ai lu un certain nombre de contre-analyses qui disent que, en termes d'aide financière et en termes d'aide de l'Europe à l'Italie, il y a eu des choses qui ont été déversées sur l'Italie, sauf que ça a été mal géré peut-être, et que le problème n'est pas un problème d'aide financière, c'est beaucoup plus un problème de règlement. Mais c'est aussi structurel. Les lois, les accords de Dublin qui imposent aux pays premiers arrivés de s'occuper de cette crise. Et bien justement, on revient avec la Turquie, parce que quand Erdogan a menacé avec les migrants, l'Europe a payé. Et puis on s'est débarrassé des migrants, ou cela en Grèce, qui ne va pas si bien quand même, la Grèce, et on s'est débarrassé des migrants. Alors Italie, Grèce, donc à un moment, il ne faut pas s'étonner.
Oui, il y a d'ailleurs l'accord passé entre Angela Merkel et Recep Tayyip Erdogan, Ariane Bonzon. Ça a brouillé un petit peu le message d'Angela Merkel parce qu'on est passé du vous êtes tous les bienvenus à rester en Turquie et on sous-traite. Est-ce qu'il n'y a pas eu là l'idée, c'était on renvoie tous les réfugiés qui viendront en Grèce, on les renvoie en Turquie et on en reprend à partir de la Turquie, un contre un. Oui. Mais c'est vrai qu'elle a négocié ça toute seule avec Erdogan, sans en parler. C'est passé très très mal au niveau de l'Europe. Un chiffre, je crois qu'en 2050, 450 millions d'Européens, 2,4 milliards d'Africains. Donc il y a un vrai problème et il y a une nécessité effectivement d'une politique européenne. Par exemple, l'asile, la définition d'un réfugié ou du droit d'asile n'est pas la même selon les pays. Ne serait-ce que ça, vous voyez. Donc, les pays sûrs, par exemple, ça n'existe pas en France aux yeux du Conseil d'État. Voilà, c'est pas le cas en Allemagne. Exactement. Donc il y a vraiment une uniformisation à faire qui est essentielle. Et on a le vrai problème des pays de l'Est. Alors, on en est à dire, puisque les pays de l'Est n'acceptent pas d'avoir leur quota de réfugiés, on va leur donner des amendes, vous voyez. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose là qui est un vrai enjeu pour l'avenir, parce que cette histoire de politique d'immigration, ça ne fait que commencer. Il y a deux problèmes. Les pays d'Europe centrale qui sont entrés dernièrement, il n'y a pas si longtemps, dans l'Union européenne, qui sortaient du bloc, soit du pacte de Varsovie, soit du titisme, qu'est-ce qu'ont fait ces pays ? Ils ont tout simplement retrouvé leur politique de quand ? De 1939. C'est simple, ils ont retrouvé leur politique nationale de 1939, ça fait très loin. Et la question, vous avez raison, concernant l'Afrique avec les migrants, mais cette Union européenne qui, dans les années 80, je me souviens, il y en avait de beaux discours concernant l'Afrique, etc. Il fallait créer en Afrique des structures, il fallait développer l'économie, il fallait créer de l'emploi en Afrique pour que les Africains travaillent et n'aient pas ce besoin de s'en aller. Ça n'a pas fonctionné. C'est ça aussi le problème. Il n'y a pas eu de co-développement. Il n'y a pas eu de co-développement et surtout, c'est que nous payons aussi aujourd'hui le résultat de la crise de 2008. Parce qu'avant la crise de 2008, tout allait bien dans l'Union européenne. On avait de beaux discours, on avait de belles politiques et oui, on allait raser gratis demain. Et c'est la crise de 2008 qui a provoqué ce séisme que nous vivons depuis 10 ans. Et puis aussi un autre élément intéressant à noter par rapport à cette crise, c'est son impact sur le couple franco-allemand. Il ne faut pas oublier que l'élection d'Emmanuel Macron a été perçue par un certain nombre de centres de décision comme un coup d'arrêt au populisme, aux démagogues en Europe. Sauf que le couple franco-allemand n'arrive pas à sortir de cette crise, n'arrive pas à imaginer... C'est l'Allemagne qui est tombée, non pas du côté des démagogues, mais enfin qui vacille avec l'irruption de l'extrême droite sur la scène nationale. Parce que l'Allemagne, en plus, doit faire face à une dépense extraordinaire en Allemagne, ça va être la modernisation des structures publiques et privées qui va coûter très cher à l'Allemagne. Là aussi, Angela Merkel est en train de la pointer du doigt. Plus, fleuron allemand, l'automobile, parce qu'en Allemagne, les voitures doivent être soft, ça doit tenir à la route. Eh bien, le fleuron allemand va très mal, scandale après scandale. Alors, la peur pour la France, c'est qu'elle puisse être impactée par cette crise. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait parlé de lèpre. Un mot très fort quand il était en Bretagne en parlant de cette idéologie qui est en train de s'installer en Europe. Et ce qui arrive, et l'incapacité européenne qu'on va constater malgré nous pendant le prochain sommet, va encore affaiblir davantage Emmanuel Macron et donner de la voix et de la puissance aux forces europhobes qui sont en France, à savoir le Front National et des forces comme la France Insoumise. Donc voilà une crise qui touche l'ensemble du pays européen et qui affaiblit les pouvoirs traditionnel et classique. Sauf qu'on a évité quand même le risque du populisme. Parce que, si vous voulez, rappelez-vous, pendant les élections, justement, François Hollande a été très critiqué de ne pas prendre sa part de réfugiés. Et il avait quand même un ennemi qui était le populisme. Enfin, il y avait les élections avec Macron, etc. Et à la différence de Merkel, qui a effectivement ouvert les bras, qui maintenant se trouve un peu débordé par sa droite. Ça ne s'est pas trop passé pour l'instant en France. Et c'est pas politiquement correct de le dire, mais il est vrai quand même que de ne pas avoir ouvert les bras nous a protégés un peu d'une montée du populisme. Grâce à vous, nous le savons. Mais ce qui est très important aussi dans le sommet des 28 et 29, parce que le 24, il n'y aura pas tout le monde. Alors on sait ce qui va se passer. Le 28, le 29, c'est la question de la migration, des migrants. C'est aussi la question du Brexit. Il ne faut pas l'oublier, parce que ça sera peut-être le sommet de la dernière chance. Mais attention, c'est le sommet des 28 et 29 juin 2018. Dans un an, nous avons les élections au Parlement européen. Justement. Et qui sait si nous n'aurons pas un Parlement européen populo-nationaliste. Justement, moi j'ai identifié 3 niveaux sur lesquels ce sommet-là doit intervenir. Le premier, c'est l'harmonisation, revoir les accords de Dublin. Le deuxième, c'est intervenir sur les crises qui produisent des émigrés
dans le Moyen-Orient et en Afrique. Et troisième élément, c'est établir des contrats de co-développement avec les pays africains producteurs d'immigrés pour convaincre les jeunes de ne pas tenter la mésaventure de la traversée de la Méditerranée. Ces trois niveaux-là, si l'Europe ne les prend pas à bras-le-corps, le problème va risquer de durer encore des générations. Et puis c'est surtout la lutte quand même contre ces bandes organisées mafieuses qui prospèrent et qui font mourir les gens en Méditerranée. Laure Simoes, une semaine de plus, hein, bien sûr. Une vague de dessins autour de ces questions, parce qu'elle touche directement quand même les droits de l'homme et que nos dessinateurs sont évidemment engagés pour les défendre. Alors un premier dessin de Gargalo, dessinateur portugais qu'on va voir bientôt à l'antenne. On reconnaît évidemment la manière de Magritte. Hein. Oui, exactement, cette silhouette de Magritte qui voit sombrer ce qui pourrait être l'Aquarius, même si l'Aquarius de fait n'a pas sombré grâce à l'accueil des Espagnols. Mais on peut pas se résoudre à voir ce paysage tous les jours dans l'indifférence européenne, d'autant qu'on le disait, ce n'est que la pointe de l'iceberg, c'est ce que nous rappelle Soulcier, dessinateur français pour Télérama. C'est un phénomène grandissant, inexorable, auquel il va bien falloir trouver des solutions. Donc l'Aquarius, l'épisode de l'Aquarius et puis les bateaux précédents, évidemment, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Un dessin intéressant d'un dessinateur autrichien, Pismestrovitch, pour Kaggle Cartoons, qui nous montre quand même qu'ériger des murs à tout prix ne servira pas à grand-chose. Et on reconnaît la silhouette, évidemment, du Premier ministre autrichien dont on parlait, hein, Sébastien Kurz, et du fameux axe, là, on voyait marqué, je ne parle pas allemand, mais j'ai pris la peine de regarder ce que ça voulait dire, c'est l'axe de la volonté qui serait formé par Berlin, Rome et Vienne. Alors, la piscine à débordement, elle semble quand même de toute façon passer le mur quoi qu'il arrive. Absolument. Un autre dessin de Anthony, un dessinateur britannique qui fait référence justement aux accords avec la Turquie dont on parlait tout à l'heure. Nettoyer le problème des réfugiés européens, en quelque sorte, c'est un petit peu cacher la misère sous le tapis turc. Ça interroge. Et puis un dessin aussi, évidemment toujours percutant de Kroll, dessinateur belge pour Le Soir. Cacophonie dans la forteresse Europe, enfin cacophonie ou peut-être pas tant que ça, parce que finalement la petite bulle qui dit accueillons-les est très minoritaire parmi les fermons les ports, fermons les frontières, tirons dessus, refoulons-les, renvoyons-les, dissuadons-les, aidons-les, mettons-les dans les camps, expulsons les Roms, noyons-les. Bref, on voit là toutes les nuances qui peuvent se dessiner à travers les différents pays de l'Union européenne. Donc une forme d'union sur des valeurs totalement contraires aux valeurs qui ont occasionné la construction européenne. On ne peut pas s'y résoudre, évidemment. On a là un petit bateau qui arrive. Ça y est, on arrive tout content, mais ils ne savent pas comment ils vont être accueillis. Et puis c'est pas qu'en Europe, évidemment, qu'on peut constater ce phénomène. Ce dessin de Joop Bertrams, dessinateur des Pays-Bas pour Kaggle Cartoons, nous rappelle que, évidemment, les États-Unis ont été exemplaires cette semaine dans l'affaire. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. Malheureusement, plus tellement, parce qu'on va dire quand même deux mots de football, parce que vous avez des dessins de football. Hein. Oui, j'ai des dessins de football. On va les regarder, vos dessins de Coupe du Monde. De la gravité à la légèreté. On verra, oui, malheureusement, il ne reste plus beaucoup de temps. Alors, donc, on va voir effectivement ces dessins, et puis on verra le temps qui nous reste, effectivement, pour en parler. Oui. On voit d'abord les dessins. Ah non, on voit. Oui, on voit d'abord les dessins. On voit d'abord les dessins du foot. Il nous reste 3 minutes, donc si vous voulez. Du foot ou des migrants? Du foot. Oh là là. Il vous reste encore, oui, les migrants, l'affaire. Ah bah oui, j'en ai beaucoup. On va revenir, pardonnez-moi, sur cette affaire. Donc Donald Trump, effectivement, et la séparation. Bon, alors on revient en arrière. Pardon pour ces. J'avais mal compris. Pardon pour le tournis. Oui, donc voilà. Donc c'était important de montrer quand même ce dessin de Maureen, dessinateur des États-Unis, qui montre la tolérance zéro prônée par Donald Trump, qui a plongé cette semaine dans la détresse absolue 2342 mineurs migrants qui ont été séparés de leurs parents. Évidemment, le scandale mondial a fait en sorte que Trump, une fois de plus, recule et rétropédale. Mais là, on voit que l'oncle Sam, il se rend tellement compte, il compatit tellement
qu'il se rend compte qu'il est lui-même aussi victime de ce gouvernement Trump. Un autre dessin troublant d'un dessinateur mexicain, El Fisgón, qui a eu l'idée de faire ce dessin-montage avant le photomontage du Time. Oui, avant la une, oui. Avant la une du Time. Oui. Avant, donc c'était le petit détail important. Et on voit ce Trump, évidemment, infantilisé, qui devient, face aux pleurs de cette petite Hondurienne qui a fait le tour du monde, qui devient le visage de la folie et de la cruauté. Là, c'est même plus l'infantilisation, c'est la folie et la cruauté qui parlent. C'est curieux parce qu'il y a une espèce de mimétisme comportemental entre les deux personnages, et en même temps il y a un contraste saisissant. Enfin, il est très troublant, ce dessin. Et puis un dessin de Paresh, dessinateur indien pour le Kalish Times, qui fait référence à un possible pacte mondial qu'il faudrait peut-être que l'ONU, sur cette question des réfugiés, instaure, parce que la crise des réfugiés, comme on le voit dans la proportion de ce personnage, on n'en a pas fini. Et puis c'est certainement pas en quittant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, aussi imparfait soit-il, qu'on va la régler. Et Nicolas Vado, dans ce dessin, nous le rappelle, les États-Unis quittent le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Il faut poser un nouveau regard sur les relations internationales. C'était son prétexte. Et puis si on zoome, on voit que c'est pas très, très folichon. Bref, il y a du boulot et la route est longue. Merci. Là, on n'aura malheureusement pas le temps de regarder les dessins sur football. On l'aura compris, effectivement. Ça, c'était quand même une actualité importante. Et de toute manière, on va en parler par la suite du football. Ça évitera effectivement les transitions un peu hasardeuses. Merci beaucoup, Laure Simoès. Merci également à Ariane Bonzon d'avoir été avec nous, à José Manuel Lamarque et à Mustapha Tossa. Restez avec nous à suivre dans un instant le journal de la Coupe du Monde de football. C'est tout de suite.